Même lorsque les êtres humains s'en vont, il arrive que l'expérience, elle, continue en silence, à l'insu de tous. Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous qu'il existe une histoire incroyable sur plusieurs milliers d'animaux d'élevage abandonnés au bout du monde, sans propriétaire, sans gardien et sans personne pour les réprimander? La fin semblait évidente aux yeux de tous, mais en l'espace de quelques dizaines d'années seulement, la tournure qu'a prise cette histoire s'est révélée bien plus étrange, plus dure et bien plus fascinante que quiconque ne l'aurait imaginé. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire des moutons abandonnés sur l'île Campbell, une île subantarctique inhabitée. Intrigués? Alors commençons sans plus attendre. Une île au bout du monde. En effet, cette petite masse de terre ne mesure qu'environ 15 à 16 km de diamètre et se trouve à une distance immense de tout lieu habité. Bien sûr, ce n'est pas l'œuvre du diable, mais sous l'effet des forces de la nature, cette île s'est retrouvée projetée dans une zone déchaînée de l'océan austral que l'on appelle les 50e hurlants. L'île se situe à environ 600 km de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Des tempêtes avec des vents dépassant les 100 km/h y soufflent constamment. Un brouillard épais y règne presque en permanence. Et la pluie tombe environ 325 jours par an. Les variations de température au cours de la journée, comme au fil de l'année, y restent également très faibles. En hiver, la température minimale descend jusqu'à environ moins 5 degrés. Et même en été, la maximale atteint à peine 15 degrés. L'île est d'origine volcanique, et les innombrables affleurements rocheux, ainsi que le sommet du mont Honnet qui s'élève à 569 mètres au-dessus du niveau de la mer, rappellent constamment cette origine. Il n'existe qu'un seul arbre sur l'île, un épicéa de Sitka planté en 1907. Et cet arbre est d'ailleurs connu dans le monde entier sous le surnom de « l'arbre le plus solitaire du monde ». Ce n'est pas vraiment un titre très enviable, n'est-ce pas? Malgré tout, il lui a fallu plus d'un siècle pour atteindre une hauteur d'environ 10 mètres. En revanche, dans les zones basses de l'île, à l'exception de quelques rochers acérés qui émergent ici et là, poussent en abondance de grandes plantes vivaces comme Pleurophyllum speciosum et Stylbocarpa polaris. Sur les hauteurs s'étendent des plantes de toundra telles que les mousses, les lichens et les carex. Comme vous pouvez le constater, le climat de cette île est particulièrement rude. C'est pourquoi aucun grand mammifère n'y est jamais resté durablement. Bien sûr, les êtres humains ne font pas exception. En revanche, pour les oiseaux tels que les albatros, les cormorans et les manchots, cet endroit constitue un précieux site de reproduction. Il n'est donc pas surprenant que cette île subantarctique soit restée inconnue jusqu'en 1810. De plus, cette découverte ne porta guère chance à Frederick Hasselborous, le chasseur de phoques australien qui la découvrit le premier, puisqu'il se noya la même année dans une baie de l'île. Par la suite, cette île continua d'entretenir des relations difficiles avec les êtres humains. Une petite colonie de chasseurs de phoques qui s'y était installée pendant un temps finit par capturer en peu de temps la plupart de ces malheureux animaux et dut quitter l'île. Les baleiniers connurent le même sort. Le premier événement que l'on puisse considérer comme véritablement positif dans l'histoire de l'île fut probablement la visite, en 1874, d'une expédition scientifique française venue observer le célèbre transit de Vénus devant le Soleil. Peut-être que ce phénomène astronomique rare inspira au fermier néo-zélandais James Gordon l'idée suivante. Et si l'on essayait d'élever des moutons sur cette île? Le début de l'expérience des moutons. En réalité, la décision de ce fermier d'introduire des moutons sur l'île reposait sur des raisons extrêmement pragmatiques. À cette époque, la chasse à la baleine était en plein essor. Les baleiniers utilisaient des îles subantarctiques, comme l'île Campbell, comme escale temporaire. Pour diverses raisons, il arrivait souvent que les équipages soient contraints d'y séjourner longtemps. Les baies de l'île Campbell étaient particulièrement pratiques, et pendant un certain temps, elles devinrent un port favori pour les baleiniers. En tenant compte de ces éléments, James Gordon en arriva à la conclusion que cette île pouvait servir de base d'approvisionnement en nourriture pour les navires baleiniers. S'il existait sur l'île une source stable de viande, les navires n'auraient plus besoin d'embarquer des provisions supplémentaires, difficiles à conserver longtemps et encombrantes. Et comme la viande la plus courante et la plus facile à se procurer en Nouvelle-Zélande et en Australie était celle du mouton, James n'hésita pas un instant sur le choix de l'animal à relâcher sur cette île déserte.
C'est ainsi que James Gordon donna le coup d'envoi d'une expérience inattendue qui allait se poursuivre pendant près de 130 ans. Dès que l'archipel des Campbell fut intégré au système agricole néo-zélandais en 1896, ce fermier entreprenant obtint immédiatement le droit de louer l'île principale et y fit transporter 400 moutons à bord d'un navire de passage. En même temps, il acheta également du bois afin de construire un abri rudimentaire pour les pauvres moutons. Gordon savait bien que des jours extrêmement difficiles les attendaient. Mais les difficultés n'allaient pas concerner uniquement les moutons. Confronté à des problèmes financiers, Gordon fut contraint en 1900 d'abandonner le bail de l'île ainsi que ses moutons. Le nouveau locataire de l'île, le capitaine Tucker, fit transporter encore davantage de moutons, 3 groupes d'au moins 1000 têtes chacun. La plupart d'entre eux étaient des moutons de race mérinos, connus pour leur laine très dense. Fait étonnant, malgré ce climat extrêmement rude, les moutons réussirent non seulement à survivre, mais aussi à se reproduire. C'est ainsi que, cette fois, de véritables entrepreneurs de la région d'Otago décidèrent de s'y intéresser sérieusement. En 1916, ils rachetèrent les droits de location, fondèrent la Campbell Island Company, et l'élevage de moutons devient suffisamment rentable pour permettre d'employer des bergers et des tondeurs de laine. Qui l'emportera ? Les hommes d'affaires expérimentés semblaient avoir compris assez tôt que l'évolution du marché commençait à tourner en leur défaveur, et en 1927, ils vendirent l'exploitation au fermier John Warren. Et la première chose que fit cet entrepreneur dépourvu de clairvoyance fut d'envoyer encore 5000 moutons supplémentaires sur l'île. Mais comme on pouvait s'y attendre, les prix de la laine et de la viande s'effondrèrent en 1929. Finalement, Warren abandonna complètement la ferme ainsi que les milliers de moutons et quitta l'île en 1931. Ainsi prit fin de manière lamentable la prospérité du commerce des moutons. Mais l'expérience elle-même n'était pas encore terminée. Le contrat de location de l'île ne fut officiellement résilié qu'en 1934. Ce n'est qu'en 1937 que les scientifiques commencèrent enfin à s'intéresser à cette île, et ce n'est qu'en 1954 qu'elle fut officiellement classée réserve naturelle. Autrement dit, les moutons ne disposèrent en réalité que d'une période relativement courte pour subir l'action de la sélection naturelle. Pourtant, la sélection naturelle eut bien lieu, et malgré cette durée limitée, les transformations furent spectaculaires. Plusieurs facteurs combinés accélérèrent ce processus de sélection, parmi lesquels les conditions climatiques extrêmement dures et l'absence totale de gestion de la population par les humains jouèrent un rôle majeur. Au moment où les moutons arrivèrent sur l'île, les plantes servant de nourriture étaient plus qu'abondantes. De riches plantes vivaces poussaient en grande quantité, et comme il n'y avait aucun prédateur, la population de moutons atteignit entre 7000 et 8000 têtes en 1913. Et cela dans un climat presque inimaginablement rude, dans un environnement, pour ainsi dire, dépourvu du moindre abri. Cependant, à mesure que le nombre de moutons augmentait, une évolution encore plus intéressante commença à se produire. On aurait dit que la nature elle-même imposait volontairement de nouvelles épreuves aux pauvres moutons, les unes après les autres. Pour une si petite île et pour des pâturages aussi limités, le nombre de moutons était tout simplement trop élevé. En 1931, les moutons avaient déjà dévoré la plupart des plantes les plus savoureuses, et les prairies autrefois verdoyantes avaient été piétinées et dévastées. De plus, cette période coïncida presque parfaitement avec un moment où toute intervention humaine cessa pratiquement, comme si cela devait encore accroître la pureté de l'expérience. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? C'est précisément en 1931 que John Warren, locataire de l'île et propriétaire du troupeau, fit totalement faillite et quitta l'île. On estime qu'à ce moment-là, environ 4000 moutons étaient restés sur l'île. Mais en 1958, leur nombre avait chuté à seulement 1000 individus. Et les moutons ne furent pas les seuls à en souffrir. Au début des années 1960, les conséquences de la pression excessive exercée pendant des décennies par des milliers de moutons sur l'écosystème de l'île commencèrent enfin à apparaître pleinement. Ces effets furent graves et, pour l'essentiel, parfaitement prévisibles. Les troupeaux de moutons voraces ravagèrent progressivement la végétation de l'île. Les plantes les plus gravement touchées furent surtout les grandes espèces endémiques de l'île, Pleurophillium speciosum et Stilbocarpa polaris. Leurs grandes feuilles épaisses et gorgées de sève constituaient pour les moutons un festin idéal. Pourtant, ces plantes ne possédaient aucun moyen de se défendre contre l'invasion de ces troupeaux d'animaux. En effet, au cours de leur longue évolution, elles n'avaient jamais eu besoin de développer des mécanismes de défense,
et ne possédaient donc ni épines, ni toxines, ni même une grande capacité de régénération. Ces caractéristiques défensives sont généralement propres aux plantes qui ont évolué aux côtés d'animaux dotés de sabots. En conséquence, dans les années 1970, de nombreuses prairies autrefois verdoyantes avaient été broutées jusqu'à laisser apparaître la terre nue. À partir de là, la structure même du sol commença à se transformer. L'érosion des sols se mit à progresser. Ces effets furent particulièrement visibles sur les pentes. Sous l'effet du piétinement incessant, la couche superficielle du sol se compacta et durcit. La couche de tourbe fut détruite et la circulation de l'eau s'en trouva profondément modifiée. L'eau ne restait plus dans le sol, mais s'écoulait le long des pentes en emportant l'humus et en appauvrissant progressivement la fertilité des terres. Même si ce n'était pas de manière directe, les oiseaux qui vivaient sur l'île subirent eux aussi les conséquences de ces bouleversements. L'écoulement de l'eau emporta des sites propices à la nidification et la quantité d'herbe qui maintenait le sol en place diminua également. Les oiseaux ne disposaient presque plus ni d'endroits, ni de matériaux pour construire leur nid. Les plus durement touchés furent notamment les pétrels et les oiseaux qui nichent au sol. Un autre aspect inattendu de cette expérience incontrôlée fut l'évolution rapide des moutons, qui passèrent progressivement du statut d'animaux domestiques à celui d'animaux sauvages. Bien entendu, l'adaptation des êtres vivants à des environnements changeants est un phénomène parfaitement naturel, observé aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui. Nous, Homo sapiens, sommes nous-mêmes le produit d'un long et rude processus évolutif de ce type. Mais dans ce cas précis, ce qui surprend le plus, c'est la vitesse de ces transformations. En seulement 3 ou 4 générations, les animaux développèrent déjà de nouvelles caractéristiques bien distinctes. Ce qui est encore plus surprenant que l'augmentation de leur vigilance et de leur prudence, c'est que leur taille au garrot diminua, tandis que leur cou et leurs pattes s'allongèrent. Les moutons transformés en étaient même venus à mettre bas debout, au lieu de s'allonger comme le font habituellement les moutons domestiques. Les agneaux nouvellement nés se levaient immédiatement, ce qui leur permettait de réduire le temps passé au contact du sol glacé et d'éviter de mourir de froid par hypothermie. Autre transformation étonnante, les moutons de l'île Campbell avaient retrouvé la capacité naturelle de perdre leur laine d'eux-mêmes, une faculté que les moutons domestiques avaient perdue. C'était probablement le seul moyen pour eux de se débarrasser par leurs propres moyens de leur lourde toison qui pouvait peser plusieurs kilos. Car, contrairement aux moutons domestiques, aucun humain n'était là pour les tondre. Leur laine elle-même était devenue beaucoup plus dense et plus grossière que celle des mérinos ordinaires. Ces transformations correspondent à un phénomène appelé évolution inverse, qui se produit lorsque, dans un environnement totalement nouveau, seuls les individus capables de s'adapter le plus rapidement survivent. Une opération chirurgicale. Il est un peu regrettable que les êtres humains n'aient pas assisté jusqu'au bout à cette expérience accidentelle. Elle fut interrompue au moment même où les populations de moutons, désormais adaptées à ce nouvel environnement, commençaient lentement à augmenter de nouveau. Ainsi, en 1954, le Conseil néo-zélandais pour la protection de la nature conclut qu'il était plus important de préserver le précieux écosystème subantarctique que de produire quelques tonnes de viande et de laine de faible qualité. Et pour atteindre cet objectif, il était évident pour tout le monde qu'il fallait réduire drastiquement le nombre de moutons. Pourtant, ce n'est qu'en 1970 que les autorités chargées de la protection de la nature décidèrent finalement de procéder à leur élimination. Une clôture fut installée à travers l'île et les 1300 moutons malheureux qui s'y trouvaient au nord furent abattus. Presque le même nombre de moutons survécut encore dans la partie sud de l'île jusqu'en 1984, mais ils finirent eux aussi par subir le même sort que leurs compagnons du nord. Depuis lors, l'île est considérée comme étant maintenue dans un état sans moutons. Cependant, selon certains témoignages, il se pourrait que quelques dizaines de moutons redevenus sauvages errent encore aujourd'hui dans les prairies désertes de l'île. Néanmoins, leur lignée n'a pas totalement disparu. Afin de poursuivre l'étude des moutons de l'île Campbell, des chercheurs néo-zélandais capturèrent entre 1975 et 1976 7 femelles et 3 mâles, soit 10 animaux au total. Ces moutons furent transportés vers la Nouvelle-Zélande continentale afin d'être observés et élevés en captivité. Leur descendance fut maintenue comme un troupeau de race pure, et au début des années 1980, leur nombre atteignait déjà environ 30 individus. Cette lignée reçut le nom de Campbell Island Sheep et fut utilisée dans plusieurs projets d'expérience de croisement. Mais qu'est-il advenu de l'île elle-même ?
5 à 10 ans après la disparition des moutons, les premiers signes de régénération naturelle de l'écosystème commencèrent à apparaître. Les grandes plantes herbacées, les carex, les mousses et les lichens commencèrent à se multiplier de nouveau. Toutefois, le processus de restauration ne fut pas uniforme. Les sols des zones 0D, où les sabots des moutons avaient piétiné la terre jusqu'à mettre la roche à nu, mirent particulièrement longtemps à se rétablir. Malgré cela, sur la plus grande partie de l'île, la disparition de la pression exercée par les sabots permit à l'humus de s'accumuler dans le sol et à l'humidité d'y être retenue, ce qui favorisa le retour des oiseaux. Les colonies de pétrels, en particulier, se rétablirent de manière remarquable. Les écologistes espèrent que l'île retrouvera un jour son équilibre complet. Et pour finir, voici une petite anecdote. En 2017, les médias ont rapporté que 5 moutons de ce troupeau, dont une femelle gestante, avaient été volés. Qui les a volés et pour quelles raisons, cela reste encore aujourd'hui un mystère. Peut-être s'agissait-il d'une opération de sauvetage menée par les survivants connus de l'île Campbell, ce qui signifierait que cette histoire n'est pas encore terminée. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.